L'autre chose qui va rentrer en jeu, c'est le problème de recherche et les objectifs. Parce que ça, c'est comme la fondation. Dans le tableau que j'ai montré dans la présentation précédente, on voyait bien que plus de la moitié des études qu'on fait ne sont pas basées sur un problème. Donc, quelqu'un fait la recherche, et puis ça ne résout aucun problème, et puis on avance, alors que le problème de recherche doit être la fondation de tout travail de recherche qu'on fait. S'il n'y a pas de problème, normalement, il n'y a pas de recherche à faire. Donc, ça doit être vraiment l'élément central. Et on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on identifie un problème de recherche. Comment est-ce qu'on formule un problème de recherche. On va voir c'est quoi un problème de recherche et qu'est-ce que ce n'est pas un problème de recherche, n'est-ce pas? Et puis comment est-ce qu'on formule cela pour avoir une étude qui est cohérente. Normalement, dans le cycle de la recherche, qui, je le rappelle, la recherche, c'est une série d'étapes qui permet de résoudre un problème ou d'apporter une nouvelle connaissance. Dans ce cycle, dans la première étape, souvent, c'est identifier un problème. Il faut que j'observe quelque chose qui m'a l'air anormal, que j'observe quelque chose qui ne devrait pas être de cette façon-là. J'observe un truc qui, normalement, doit changer, doit être différent. De ce problème, je dois formuler et rédiger un protocole. C'est à cette étape qu'on est, n'est-ce pas? Rédiger le protocole de la thèse. Je dois rédiger un protocole qui décrit en général la méthode que je vais utiliser pour résoudre le problème. Quelles sont les personnes que je vais recruter? Je vais leur poser quelles questions? Je vais analyser comment, ainsi de suite. C'est ça qui est le protocole de recherche. Ensuite, il faut aller mettre en œuvre le protocole. Donc, collecter les données qu'on a prévues, travailler vraiment tel qu'on l'a prévu. Et puis, analyser ces données-là, souvent c'est avec des analyses statistiques, et à la fin, trouver la réponse ou la solution au problème qu'on a identifié et rendre cette solution publique, si possible avec un article scientifique, pour qu'on puisse l'utiliser pour résoudre le problème qui a été posé au départ, n'est-ce pas? Ça fait que si je n'ai pas de problème identifié à la base, tu vois que tout le processus ici sera vain. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. Et je dis souvent, c'est un peu comme un pharmacien. Normalement, quand on produit un médicament, c'est parce qu'il y a une maladie. Il y a une nouvelle maladie, la COVID-19. Et donc, on va chercher le médicament pour soigner cette maladie-là. Maintenant, imagine quelqu'un qui dit plutôt, j'ai trouvé un remède. Maintenant, il cherche la maladie que je vais soigner avec. Il commence à tester. On va dire que non, mais celui-ci, il va en sens inverse. Et souvent, on va faire un travail de recherche. On obtient les résultats, on commence à chercher le problème qu'on va résoudre avec ces résultats-là. J'ai trouvé que avoir moins de 10 ans, c'est un facteur de risque de telle chose. Je commence à chercher maintenant, ok, ce résultat-là peut servir à quoi concrètement? Tu vois que j'ai la solution, c'est là que je commence à chercher le problème. Oh, normalement, je dois identifier un problème à la base. De ce problème, je vais mener un travail de recherche, avoir un résultat à la fin. Et là, j'utilise le résultat maintenant pour résoudre le problème qui a été identifié, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est le cycle de la recherche. Et on va voir donc, concernant le problème de recherche, ce que le problème de recherche n'est pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs là-dessus. Premièrement, le problème de recherche, je me rassure là, voilà, je reviens. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par une décision administrative. Par exemple, si je dis, les médecins ne lavent pas les mains avant d'examiner les nouveau-nés. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas, en principe, parce que les nouveau-nés sont plus susceptibles aux infections. Il faut laver les mains. Donc, c'est un problème. Mais si on veut voir comment est-ce qu'on résout ce problème, selon toi, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Si le médecin-chef décide de sortir. Voilà. Par exemple, s'il décide de dire que bon, je vais couper 5 000 sur les quotes-parts de quelqu'un qui examine un nouveau-né sans laver les mains. Donc, je suis sûr que tout le monde va se mettre au pas. On est d'accord, non? Et à ce moment, le problème sera complètement résolu. Donc, si je dis les médecins ne lavent pas les mains,
et se dit je vais faire un travail de recherche, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que quand j'aurai fini ma recherche, je vais aller soutenir à la fac. Les nouveau-nés vont tout rester à l'hôpital, on va les examiner sans laver les mains. Donc on n'aura pas résolu ce problème parce que justement, ce n'est pas un problème de recherche. C'est bon? Le fait que l'étude ne soit jamais faite dans notre contexte, il n'y a pas de données chez nous. Ce n'est pas une raison suffisante pour faire la recherche. N'est-ce pas, tu as dit tout à l'heure? Il n'y a pas les données dans notre contexte. Et je prends souvent l'exemple en disant, imagine que je te propose d'étudier l'effet antalgique du paracétamol chez le moustique. Effet antalgique du paracétamol chez le moustique. Donc ça veut dire, on prend les moustiques, pendant qu'ils prennent du sang chez l'être humain, on s'arrange qu'il y ait quelques microgrammes de paracétamol dedans, et on veut voir si ça va calmer la douleur chez eux. Toi, tu peux faire cette étude-là? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Non, il y a des techniques qui peuvent servir à ça, rassure-toi. Il y a des techniques de biologie moléculaire où on peut faire le scanner cérébral du moustique et vraiment analyser tout ça. Donc la technique existe. Mais la question qui va se poser, c'est, ça va servir à quoi? Personne n'a envie de calmer la douleur du moustique. Au contraire, même, on cherche les anti-moustiques pour les terrasser tous, n'est-ce pas? Oh, je suis sûr que c'est un sujet qu'on n'a jamais fait. Il n'y a pas les données chez nous sur cette question-là. Il n'y a même pas les données dans le monde. Donc, si je fais ça, je serai la première personne à faire dans le monde. Mais personne ne sera d'accord pour faire ça parce que ça ne sert à rien. Donc, tu vois que le fait de dire on n'a jamais fait ça chez nous, ce n'est pas suffisant pour que ce soit un travail de recherche. Parce qu'il y a des tonnes de choses qu'on n'a jamais faites, parmi lesquelles la majeure partie ne sert à rien. Mais il faudrait qu'en plus du fait qu'on n'a jamais fait, que ça puisse servir à quelque chose. Que ça puisse être utile en quelque chose. C'est ça qui va donc faire de la question une question de recherche, n'est-ce pas? Donc le simple fait de dire la problème n'existe pas, on ne connaît pas ça chez nous, on n'a pas les données, ça ne suffit pas. L'autre chose, c'est que le fait de vouloir changer les pratiques, ce n'est pas une bonne fondation, ce n'est pas un problème de recherche. Comme un étudiant qui m'a dit il y a quelques années, il se rend compte que quand on fait le prélèvement lombaire, qu'est-ce que je réponds? La ponction lombaire chez les nouveau-nés, chez qui on suspecte la méningite. Normalement, on devrait mettre le LCR en culture, n'est-ce pas? Mais je me rends compte qu'on ne met jamais ça en culture. Je dis que non, là, il faut qu'on commence désormais à mettre le LCR en culture, qu'on fasse la culture pour voir s'il y a des germes qui vont pousser là-dessus. Du coup, il veut faire un travail de recherche. Mais en principe, ça, ce n'est pas un problème de recherche. Si on veut changer les pratiques, il y a des organismes qui produisent des guidelines, comme l'OMS, comme l'UNICEF. Il y a des organismes qui sont là pour instruire l'utilisation, comme le ministère de la Santé, qui va dire, par exemple, protocole de traitement du paludisme. Voici comment on doit faire devant un cas de paludisme, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas à un travail de recherche de venir directement faire que on change la façon de faire. Surtout quand il y a déjà les bonnes pratiques qui sont connues, souvent ce n'est plus une question de recherche. C'est donc quoi en réalité un travail de recherche? Ça doit être un problème qui nécessite la collecte et l'analyse des données pour être résolu. C'est-à-dire c'est un problème qui, lorsqu'on va le poser, la solution doit passer par le fait d'aller collecter des informations, les analyser pour pouvoir trouver la solution à ce problème qui a été identifié. Par exemple, un exemple de problème. On se rend compte que après le TIDC, c'est le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. Le traitement qu'on utilise contre l'onchocercose, n'est-ce pas? Que l'OMS recommande pour soigner l'onchocercose à l'échelle de la communauté. On se rend compte qu'après ce traitement de masse à l'ivermectine, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont survenus, parmi lesquels certains ont entraîné le décès.
Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Et la situation à laquelle on va faire face, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces effets secondaires, surtout les effets qui sont graves, et pour empêcher qu'il y ait des décès. Bon, on est d'accord qu'ici, une décision du ministre ne peut pas résoudre le problème. Puisque si on arrête de distribuer le mectisant, ces causes vont reprendre de l'ampleur. Si on continue de distribuer, il y aura des effets secondaires. Mais le ministre ne peut pas signer une note qui fait qu'il y ait moins d'effets secondaires. On est d'accord, non? Et c'est pour ça donc que justement, à ce moment, on peut faire une étude sur les facteurs de risque d'effets secondaires après traitement à l'ivermectine. Il y a beaucoup d'effets secondaires après le traitement à l'ivermectine, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins d'effets secondaires? Là, on va faire une étude portant sur facteurs de risque d'effets secondaires après le traitement à l'ivermectine. On va aller sur le terrain, peut-être faire une étude cas témoins, prendre ceux qui ont eu un effet secondaire, prendre ceux qui n'ont pas eu d'effet secondaire, dont les cas et les témoins, et étudier les caractéristiques de ces deux groupes de personnes, donc collecter des informations. Et ça, c'est une étude qui a été faite effectivement. Et à la fin, on s'est rendu compte que c'était la quantité de l'OAS. La l'OAS est une autre microfilet. C'est la quantité de l'OAS dans le sang qui était le principal facteur déterminant. Parce que ceux qui avaient une grande quantité de l'OAS dans le sang faisaient plus d'effets secondaires graves. Ceux qui en avaient moins ou pas du tout faisaient peu ou pas d'effets secondaires. Et ça a donc permis de développer une stratégie qu'on appelle test and treat, qui permet de vérifier la quantité de l'OAS avant de donner le mectisant. Et grâce à cette stratégie, depuis peut-être 4 ans ou 5 ans, on n'a plus eu de décès liés au mectisant. Donc tu vois qu'il y a un problème qu'on a identifié. On a posé une question de recherche, on collecte les données, on analyse et on trouve la réponse qu'on va appliquer pour résoudre le problème qui a été identifié à la base. Et c'est ça le processus de la recherche normalement. Il faut qu'on ait un problème qu'on a identifié à la base et qui va donc permettre de pouvoir assurer les autres étapes qui vont suivre là. Ok. Maintenant, ceci étant dit, comment donc on identifie un problème de recherche? Il y a globalement 7 catégories de problèmes de recherche qu'on va souvent retrouver. 7 globalement. Première catégorie, c'est des problèmes de recherche qui vont porter sur la fréquence d'un problème de santé. La fréquence. Par exemple, un exemple qu'on a ici, est-ce qu'il est pertinent d'introduire un examen ophtalmologique dans l'évaluation des candidats au concours d'entrée en faculté de médecine? Sachant que la vision des couleurs est un élément capital pour un médecin, n'est-ce pas? Surtout pour certaines spécialités. Si un chirurgien confond le rouge au blanc, ça peut être dangereux. Il va voir du sang, il peut penser que c'est la lymphe et ne pas poser le geste qui convient. Donc, les questions de recherche qui portent sur la fréquence vont souvent aider à résoudre les problèmes de décision en santé. Ça peut être des décisions en santé publique dans l'échelle d'une population ou des décisions de santé à l'échelle individuelle. Ça veut dire quoi? Quand je veux identifier un problème de recherche, n'est-ce pas? Je veux faire la recherche, je veux faire comme la thèse par exemple. Il me faut identifier un problème qui sera la base de mon travail de recherche. Si je veux faire une étude qui porte sur la fréquence de quelque chose, par exemple, la fréquence des maladies mentales chez les adolescents, quel est le type de problème que je vais résoudre avec ce genre d'études? Quel est le type de problème de recherche que je vais résoudre avec ce genre d'études? Ce sera des problèmes de décision de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a un décideur quelque part qui veut avoir une orientation, qui veut avoir un choix et qui a du mal à le faire et qui aura besoin qu'on fasse ce travail de recherche, qu'on lui donne les résultats pour qu'il puisse prendre la décision. Par exemple, cette question va se poser aux responsables des facultés de médecine. Parce que ajouter un examen ophtalmologique aux 4 000 ou 5 000 candidats qu'il y a souvent,
ça a certainement un coût supplémentaire. Et il faut bien se demander, est-ce que ça a un intérêt de faire cet examen ou pas? Donc maintenant, le doyen sera face à la question, est-ce que je dépense cet argent, parfois pour des ressources limitées, ou est-ce que ça ne vaut pas la peine de dépenser cet argent? Donc est-ce que c'est pertinent d'ajouter cet examen d'ophtalmo au candidat du concours, n'est-ce pas? Ça va donc amener à faire l'étude sur la prévalence des dyschromatopsies chez les étudiants en médecine. C'est-à-dire quelle est la fréquence des anomalies de vision des couleurs chez les gens en médecine. Et c'est une étude de prévalence qui va résoudre un problème de décision de santé publique, n'est-ce pas? Souvent, les études vont aussi aider à résoudre les questions de décision à l'échelle individuelle. Par exemple, quelqu'un qui fait une étude sur le profil mycologique des onychomycoses. Les onychomycoses sont les infections fongiques des ongles, n'est-ce pas? Il veut savoir quels sont les types de germes les plus fréquents et les moins fréquents dans les infections des ongles. C'est une étude de prévalence. On veut voir l'ampleur de chaque type de germe dans ces infections. Ça va résoudre un problème de décision à l'échelle individuelle. Dans le sens où, quand un médecin est en face d'un patient qui a des infections fongiques des ongles, souvent, il faut que sa prescription soit orientée par le germe le plus fréquent. Parce que s'il faut faire la culture et attendre que le germe pousse, parfois ça peut prendre 5 jours, 10 jours, 15 jours, voire plus. Et entre-temps, il faut donner un traitement. Ça va donc l'aider à décider à l'échelle de l'individu quel est le traitement que je prescris en première intention. Et donc, le problème que ça résout, c'est le problème du choix de la meilleure molécule lors du traitement probabiliste. Et ça, une décision de santé ne peut pas suffire. Le ministre ne peut pas décider de la molécule et puis ça marche. Il faut qu'on collecte des données, qu'on les analyse pour avoir la réponse, n'est-ce pas? Très bien. Donc ça, c'est les problèmes de recherche qui portent sur la fréquence. L'autre groupe, c'est les problèmes de recherche qui vont porter sur l'étiologie ou la cause d'un problème ou les facteurs associés à un problème. Problème de santé, bien sûr. Ça va souvent permettre de résoudre les problèmes de choix des interventions de prévention d'une affection. Ici, par exemple, on dit, est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre chez les femmes de moins de 40 ans pour prévenir le cancer du col de l'utérus? On pourrait dire sur le cancer du sein, n'est-ce pas? Donc, un gynécologue, par exemple, ou un directeur de la santé familiale ou de la santé maternelle qui va se demander, mais comment je fais pour que les femmes de moins de 40 ans n'aient plus de cancer dans la zone que je suis en train de diriger? Pour résoudre ça, il faut faire un travail de recherche. Il faut collecter des données. Par exemple, ça va amener à faire une étude sur facteurs associés au cancer du col de l'utérus chez la femme jeune, qui va donc être une étude de cas témoins, par exemple, qui à la fin permettra d'avoir les pistes sur lesquelles on doit agir pour résoudre ce problème qui est identifié à la base. Ok. L'autre type de problème qu'on aura, ce sera les études qui portent sur l'évaluation d'un test diagnostique. Ça résout quel genre de problème? Souvent, on a du mal à choisir entre plusieurs méthodes diagnostiques d'une même affection. Par exemple, il y a plusieurs méthodes de calcul du débit de filtration glomérulaire. Il y a Goldkopf et Gold, il y a MD-RD, il y a EPI-CKD et peut-être d'autres formules encore. Est-ce que toutes ces méthodes ont la même fiabilité dans le contexte camerounais, sachant que aucune de ces méthodes n'a été développée en Afrique? Certaines c'est aux États-Unis, d'autres c'est en Europe. Et donc, on peut se demander, moi qui suis médecin généraliste au Cameroun, quelle est la méthode qui va correspondre chez les patients que j'ai devant moi? Là, c'est une difficulté que je vais rencontrer qui va nécessiter de faire un travail de recherche, évaluant par exemple la performance des différentes méthodes de calcul du débit de filtration glomérulaire pour savoir quelle est la meilleure méthode. Et désormais, devant un patient qui a une maladie rénale, je saurai qu'est-ce que j'applique et mon problème est résolu.
Est-ce qu'on se comprend là? Très bien. Donc, les études qui évaluent un tel diagnostic vont souvent aider à résoudre les problèmes du choix de la meilleure méthode de diagnostic correspondant à l'affection que j'étudie. Également, certaines études vont être là pour évaluer le devenir ou le pronostic. Ça aussi, ça va permettre de résoudre les problèmes non seulement d'information du patient. Je veux lui donner une information. Par exemple, lorsqu'un patient arrive, on dit « Vous avez un cancer de la prostate ». Il dit « Ok, docteur, j'aurai encore combien de temps à vivre ?» Je dois pouvoir lui répondre « Vos chances de suivi à 1 an, c'est tel. À 5 ans, c'est tel. À 10 ans, c'est telle chose. » N'est-ce pas? Pour ça, il faut que je fasse une étude du pronostic. Que deviennent les patients qui sont dans telle situation? Et ça qui me permettra de les informer. Mieux encore, il faut que je fasse une étude des facteurs associés au pronostic. Comme l'étude que j'ai faite pour ma thèse, par exemple, c'était les facteurs associés aux accidents vasculaires cérébraux à moyen terme. Parce qu'en connaissant ces facteurs, ça permettra d'agir dessus en amont pour éviter que les patients aient un mauvais pronostic, n'est-ce pas? Un exemple de problème qui est posé là, c'est que deviennent les patients victimes d'un AVC après leur sortie de l'hôpital? Et quels sont les éléments à prendre en compte pour des actions efficaces qui vont améliorer la suivi de ces patients? Ça, c'est un problème qui va se poser au médecin qui est dans un service ou dans une unité neurovasculaire et qui voudra savoir, mais comment est-ce que je fais, quelle action je pose pour améliorer leur pronostic? Ça amène dans une étude sur facteurs pronostiques des accidents vasculaires cérébraux à moyen terme, par exemple. L'autre axe où on va souvent travailler, c'est évaluer les aspects économiques. Bon, ça souvent, c'est des études qui vont porter sur l'économie de la santé, donc qui rejoignent certains types de problèmes. Et je crois qu'il y a un que j'ai dû oublier là. C'est les études qui vont évaluer l'effet d'une intervention. J'ai le choix entre plusieurs traitements, par exemple. Je veux savoir lequel des traitements est plus adapté dans le contexte où je me trouve. Par exemple, on sait que pour l'hypertension artérielle, dans certains cas, il faut faire une bithérapie. Parfois, on dit bithérapie avec au moins un diurétique parmi les 2 médicaments, n'est-ce pas? Maintenant, je peux dire, OK, entre l'association diurétique inhibiteur calcique et diurétique bêta-bloquant, qu'est-ce qui a un meilleur effet sur la pression artérielle? Sachant que parfois, en termes du prix, une bithérapie peut coûter 4 000 francs par mois, alors que l'autre va coûter 15 000 par mois. Et sachant que c'est des maladies chroniques qui parfois vont coûter cher aux patients à long terme, je vais donc me demander, est-ce que je peux prescrire quand même ce qui coûte moins cher là? Ou est-ce qu'il vaut mieux payer le prix et avoir ce qui coûte plus cher? La seule façon de résoudre ce problème, c'est de faire une étude dans laquelle je vais comparer l'efficacité de ces 2 combinaisons thérapeutiques et voir laquelle des 2 est meilleure. Est-ce qu'on se comprend là? Très bien. Donc, ça fait que, en général, lorsque je veux identifier un problème de recherche, je n'ai qu'à regarder, je choisis une pathologie et chacun de ces axes est un potentiel sujet de recherche avec le problème attaché à ce sujet-là. Si je dis, je prends par exemple maladie mentale comme tu as dit, n'est-ce pas? Je dis, OK, je vais faire une étude sur la prévalence des maladies mentales chez les adolescents. Je sais déjà que ça va résoudre un problème de décision de santé publique concernant les adolescents ou de santé individuelle dans cette même population-là. Si je dis, je vais faire une étude sur les facteurs associés ou les étiologies ou les causes probables, je sais que ça va résoudre un problème du choix de l'intervention qui peut prévenir ce problème-là. Ça devient une raison pertinente pour commencer à faire ce travail de recherche, n'est-ce pas? Si je dis, je veux faire une étude pour les moyens diagnostiques des affections mentales chez les adolescents, je sais que je peux prendre plusieurs scores, plusieurs échelles et les comparer et voir quelle est la meilleure échelle pour faire le diagnostic de ces affections chez les adolescents que j'ai devant moi. Ça résout donc un problème de choix de l'outil diagnostic. Ça peut être une étude sur certaines interventions, comme j'ai dit tout à l'heure par exemple, est-ce que les associations scolaires ont un rôle dans ce sens?
Là, je vais faire un essai clinique où je vais comparer plusieurs interventions sur la santé mentale des adolescents et ça me permettra de savoir quelle est la meilleure intervention pour résoudre le problème de santé mentale des adolescents. Je peux faire une étude plutôt sur le pronostic. Les adolescents qui ont un problème de santé mentale, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça va m'aider non seulement à donner la bonne information, mais aussi à savoir quelles sont les interventions qu'on peut faire pour éviter que le problème ne s'aggrave chez ceux qui ont déjà eu cela, n'est-ce pas? Je peux faire des études aussi sur le plan économique pour savoir combien ça coûte en termes de coûts directs qu'on va dépenser, en termes de coûts indirects pour la santé mentale des adolescents. Donc tu vois qu'en principe, quand je prends un sujet, une pathologie, j'ai au moins 7 sujets de recherche possibles. Et on peut appliquer la même chose pour toutes les pathologies qu'il y a et être sûr qu'on a un problème de recherche qui est la fondation et qui va permettre donc de développer son projet de recherche. Voilà.